Maintenant, je vais poser la question à nos gens ici là, pour la première conférence, parce que là, on doit continuer. On a un horaire à respecter. Ça fait partie de mon travail de le respecter autant que possible. On va certainement dépasser un peu ce qui était prévu de terminer vers 3h15, mais ça valait le coup. Au niveau technique, est-ce que je pose la question aux gens là, qui sont la prochaine conférence, est-ce qu'on est prêt? Parce que sinon, on peut se prendre un petit 5 minutes, s'organiser. Je ne sais pas s'il y a un PowerPoint à présenter. On prend 5 minutes pour préparer la prochaine intervention. Est-ce que c'est vous qui êtes la suivante, Madame? Non, je pense que c'est Madame Giroux. Madame Giroux, est-ce que vous êtes prête? OK. Alors, comme Madame Giroux est prête, je vais tout de suite l'introduire. Je vais faire une brève présentation. Madame Céline Giroux, avocate, occupe le poste de directrice générale de l'Office de personnes handicapées du Québec depuis janvier 2006. Elle a consacré l'essentiel de sa carrière à la défense des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mais aussi à la défense des droits des personnes handicapées. Plusieurs des dossiers mettant en cause les droits des personnes handicapées, enfants et adultes, où elle a dû se prononcer, ont d'ailleurs eu des impacts significatifs pour l'avancement de leurs droits. Madame Giroux est fermement convaincue que dans tous les domaines sociaux, l'atteinte de résultats passe inévitablement par la concertation avec l'ensemble des partenaires, ce qu'elle promeut fermement et s'emploie à réaliser au quotidien depuis le début de sa carrière. La conférence portera sur la personne aînée handicapée en situation de maltraitance, l'action gouvernementale. Madame Giroux. Merci beaucoup. Alors, Madame la ministre a une telle éloquence que c'est quasiment gênant de prendre la parole après. Mais elle n'a pas que de l'éloquence, Madame Blais, on l'a vu, elle le réalise. Et son collègue, Monsieur Simard, qui est votre ministre de la Région, aussi se sont donné la main, je pense, au gouvernement pour que les actions se fassent et que ça bouge. Alors, je voudrais saluer nos distingués invités autour de la table et vous tous ici présents et remercier bien sûr la Ligue des droits et libertés de la région de m'avoir invité. Vous savez que le Québec compte quelque 322 240 personnes de 65 ans et plus ayant une incapacité, soit près du tiers des gens de cette tranche d'âge. C'est ce que révèle la plus récente enquête sur la participation sociale et les limitations d'activité. Les études le démontrent, lorsqu'une personne a une incapacité, qu'elle soit aînée ou non, elle est davantage susceptible d'être victime de maltraitance et de d'autres situations d'abus. Trop souvent, les victimes de maltraitance, pour toutes sortes de raisons, hésitent à dénoncer ou à parler des abus dont elles sont la cible ou ne sont pas tout simplement en mesure de le faire. C'est la loi du silence, la peur de représailles, tacite ou claire, qui sont monnaie courante également. Pour le gouvernement du Québec, la maltraitance des personnes aînées en situation de handicap est donc un sujet préoccupant, comme l'a mentionné Madame la ministre tout à l'heure. Aussi, le gouvernement a clairement démontré sa volonté de prévenir et de contrer toute forme de violence et de maltraitance envers ces personnes. Pour y parvenir, il a mis en place différents instruments et mesures qu'elle a dit, comme tout à l'heure, on est structuré, nous, ici au Québec. On n'a qu'à aller voir ailleurs pour voir à quel point on sert de modèle dans bien des domaines. Et je pense qu'on est en train d'en bâtir un tout à fait, elle l'a dit mondialement dans la conférence de presse tout à l'heure, nous sommes les premiers à se pencher directement sur ce sujet qui touche la maltraitance non seulement des personnes âgées, mais âgées handicapées. Parmi ces mesures-là, il y a la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées qui s'intitule « Loi assurant l'exercice des personnes handicapées », mais en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, qui, je le rappelle, considère et définit
comme une personne handicapée, toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement de ses activités courantes. Vous vous rendez compte, là? Si on prend juste le terme handicap dans la loi que je viens de décrire, ça veut dire que ça représente à peu près 10 de la population, 875 000 personnes de tout âge, confondues. Alors, cette incapacité peut être motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, de la parole ou du langage. Évidemment, l'âge n'a aucune incidence sur la définition comme telle. Et cette loi prévoit notamment que l'Office peut faire des représentations en faveur d'une personne handicapée et l'assister en concertation s'il y a lieu avec des organismes de promotion et ceux qui dispensent des services, lorsque sa sécurité est menacée, qu'elle subit une exploitation quelconque ou que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, il peut demander à l'Office de l'aide et l'Office peut demander aux autorités concernées une enquête le cas échéant. De plus, il y a une politique gouvernementale qui existe, qui s'appelle À part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité, qui est un autre instrument. Il a été adopté par le gouvernement en juin 2009 et constitue un complément extrêmement important à la loi sur les personnes handicapées. Cette politique précise les défis et les priorités d'intervention sur lesquels on doit agir pendant les 10 prochaines années afin d'accroître la participation sociale des personnes handicapées. Et parmi ces défis, il y a celui de faire du Québec, tout à l'heure on a parlé d'une société inclusive, ça veut dire une société où tout le monde a sa place, tout le monde est intégré, tout le monde a un rôle à jouer, quelles que soient ses capacités et quel que soit son âge. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Or, agir contre toute forme de violence et de maltraitance suppose d'accorder une attention particulière aux personnes handicapées en situation de vulnérabilité. Celles-ci doivent bénéficier de la protection requise contre toute atteinte à leur intégrité, bien sûr, à leur dignité et à leur sûreté, au même titre que toutes les autres personnes. Et la politique à part entière prévoit que des mesures doivent être mises en place pour prévenir toute forme d'exploitation, d'abus ou de violence physique, psychologique et financière. Nous savons tous que les agresseurs peuvent être des membres de la famille, des proches, des intervenants ou encore des tiers. Nous avons été saisis par les médias récemment de ce cas révoltant dans la région de Toronto. Ça vous dit quelque chose, hein? Où un couple gardait la mère de l'un d'eux dans un garage, sans chauffage, ni commodité convenable, dans des conditions de vie épouvantables. L'exploitation, la violence et la maltraitance peuvent survenir tant en contexte conjugal ou familial, en contexte de soins ou de services à la personne, ou en contexte d'hébergement ou en milieu institutionnel. C'est large. Nous savons également qu'un sentiment de peur et d'insécurité peut empêcher les personnes vulnérables de dénoncer leurs auteurs de tels gestes. Il faut que ces personnes sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe des mesures de protection et des recours pouvant aller jusqu'à des poursuites, on l'a vu, même criminelles, comme c'est le cas en Ontario. Et c'était à Toronto que ça s'est passé, dans la banlieue. Et le code criminel, bien, il s'applique partout au Canada. Alors, ça peut être des poursuites de toutes sortes. Mais c'est important que ces recours existent. Alors, j'ai vu tout à l'heure des policiers, j'en vois dans la salle. Des fois, il faut aller jusque-là. Et on a des lois pour les protéger. Bien qu'on ne connaisse pas toute l'ampleur et les manifestations de ces situations, de même que les conséquences sur les victimes, un certain nombre de facteurs peuvent leur être associés.
D'abord, la nature et la gravité des incapacités, ça joue un rôle. Le lien de dépendance à autrui pour les activités de la vie courante. Le peu d'habileté de protection et d'autodéfense. Les difficultés d'appréciation du caractère inacceptable de l'abus ou de l'agression. Les difficultés de communication avec l'extérieur et l'absence d'une personne significative en dehors du milieu de vie immédiat, la détresse psychologique, l'isolement social, une faible scolarisation, et j'en passe. Bref, ce sont des facteurs qui influent sur l'état de vulnérabilité d'une personne. Permettez-moi ici de rappeler quels sont les leviers d'intervention que privilégie tant la loi que la politique gouvernementale pour agir de façon globale contre toute exploitation, violence ou maltraitance. Premièrement, l'information et la formation des personnes handicapées, de leurs familles, de leurs proches sur ces situations. Pour prévenir les situations d'exploitation, de violence et de maltraitance, il importe de mieux outiller les personnes handicapées, leurs familles et leurs proches sur les moyens de les éviter, de les reconnaître et de les dénoncer. Cela peut être fait par différentes initiatives de formation et d'information. Deuxièmement, la conception et l'adaptation des interventions à la réalité des personnes handicapées. Il faut s'assurer que les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, des forces policières et du milieu judiciaire connaissent mieux la réalité des personnes en situation de handicap, notamment leurs particularités et les conditions de vulnérabilité qui leur sont propres, de façon à ce qu'elles puissent en tenir compte dans leurs interventions. Il importe alors de mieux les outiller, ces intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, afin que soient rapidement détectés ou repérés les personnes en situation de handicap, victimes de violences, d'abus ou d'exploitation quelconque. Il faut aussi que soient développées des interventions concertées visant à mieux dépister ces situations d'exploitation et à mieux cerner les façons de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées tout en leur assurant un accès à des services et à des ressources qui répondent adéquatement à leurs besoins. L'accompagnement de la personne ou l'organisme de son choix est l'un des moyens à privilégier à cet égard. Troisièmement, le contrôle de la qualité des interventions dans les établissements, les ressources et les logements où vivent les personnes handicapées. Ces personnes, surtout lorsqu'elles sont en perte d'autonomie ou de dépendance à l'égard de leurs activités quotidiennes, sont encore plus vulnérables. Il convient d'établir dans ces conditions des mesures visant à contrôler la qualité des services qui leur sont offerts et bien sûr la sûreté de leur milieu de vie. Il importe donc de poursuivre les efforts engagés pour assurer l'encadrement des milieux de vie où logent des personnes handicapées par différents mécanismes de contrôle de qualité, y compris ceux liés à l'obtention de permis, d'agréments, de certifications et de visites d'inspecteurs, de préférence à l'improviste. Finalement, la mise en œuvre et la promotion des recours prévus dans les dispositions législatives existantes. Le Québec dispose de certains outils législatifs pour contrer les abus et l'exploitation des personnes en situation de vulnérabilité. D'abord, comme le mentionnait mon collègue de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ce matin, la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît qu'une personne âgée ou handicapée peut être ou avoir besoin de protection contre l'exploitation lorsqu'elle est en situation de vulnérabilité sur les plans psychologiques, physiques, social, économique, culturel ou qu'elle dépend d'autrui pour assurer ses besoins de base. La Charte constitue un instrument précieux de protection des intérêts des personnes en situation de vulnérabilité. Elle permet de porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vue d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte, ce qui inclut la condamnation à des dommages et intérêts punitifs.
Laissez-moi maintenant vous expliquer le genre d'intervention que peut faire également l'Office des personnes handicapées du Québec ainsi que les services directs qu'il peut rendre. L'article 26 de sa loi constitutive est particulièrement intéressant puisqu'il permet à l'Office d'accompagner la personne, de la soutenir, en plus de faire des représentations en sa faveur. L'organisme que je dirige peut ainsi venir en aide aux personnes aînées en situation de handicap qui sont victimes notamment de maltraitance, et ce, en complémentarité avec l'ensemble des ressources et des acteurs impliqués. Pour ce faire, l'Office offre un service de soutien à la personne dont la mission est justement de répondre aux demandes de personnes handicapées, de membres de leur famille ou de leurs proches qui ont besoin d'être accompagnés dans leur démarche. Au plan systémique, on peut produire des rapports spéciaux au gouvernement, des avis, des recommandations qui font en sorte que s'il y a plusieurs cas semblables, nous pouvons intervenir en haut lieu auprès des autorités gouvernementales pour que la situation change. En vertu de la loi et du rôle qu'il doit jouer, au regard de la mise en œuvre de la politique, l'Office intervient tant au plan régional, nous avons 17 représentants, c'est-à-dire 17 régions qui sont couvertes par le travail de l'Office, et au plan de vue national aussi. Donc, on intervient tant au niveau individuel que collectif. L'Office participe notamment aussi à la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, comme l'a dit la ministre tout à l'heure, spécialement par 2 engagements au plan global de mise en œuvre de la politique à part entière, soit, en premier lieu, par le fait de superviser la réalisation de travaux visant à documenter la problématique de la maltraitance envers les personnes aînées handicapées. Et en second lieu, par le fait d'informer les personnes aînées handicapées et leurs familles de l'existence de mécanismes de plainte et de recours en cas de maltraitance. De même, en vertu du plan d'action gouvernemental 2004-2009, en matière de violence conjugale, l'Office s'est également engagé à documenter la problématique de la violence conjugale envers les femmes handicapées, ce qui a amené à la publication récente d'un document intitulé « L'évaluation des besoins d'adaptation des services offerts aux femmes handicapées victimes de violences conjugales ». On trouve dans ce document plusieurs recommandations à l'attention des personnes qui accueillent les victimes, de même que des informations concernant les lieux physiques qui doivent être rendus accessibles. On y traite également des nécessités en matière de formation des intervenants sur les différentes formes d'adaptation de leurs interventions. C'est une réalité qui est très méconnue. La formation est déficiente, les gens ne savent pas trop comment agir. Vous imaginez une personne qui souffre de problèmes de santé mentale et qui arrive dans une maison d'hébergement qui a été violentée et qui se désorganise face à une jeune intervenante qui ne sait pas trop ce qui se passe, qui ne sait pas comment la faire parler. Elle peut être itinérante aussi, elle peut être aveugle, elle peut être sourde. Enfin, toutes sortes de handicaps qu'elle peut vivre. Donc, ça vous donne une idée, qu'elle soit jeune ou âgée, qu'elle soit mariée, dans différentes situations, bien, il faut que les gens connaissent leur réalité, puis sachent comment agir avec eux, puis interviennent selon les besoins de la personne. Donc, sur une période, je dirais que depuis des années et des années, on essaie de documenter le plus possible et de faire de la sensibilisation à ce sujet-là. L'Office a la responsabilité d'élaborer, d'animer et de soutenir les initiatives intersectorielles requises pour que l'ensemble des priorités de celles-ci, incluant celles ayant trait à l'action contre toute forme d'exploitation, de violence et de maltraitance, fassent justement l'objet de telles démarches intersectorielles. Alors, on agit ensemble dans tous les secteurs d'activité.
Et de 2009 à 2014, le plan global de mise en œuvre de la politique compte de nombreux engagements formels pris par les ministères et organismes dans le but de relever les défis de la politique. Pour chaque défi et priorité d'intervention, le plan identifie des moyens de mise en œuvre porteurs de résultats, de même que leur calendrier de réalisation. Alors, on a 28 ministères et une 160aine d'organismes qui, tous ensemble, travaillent sur un plan global qui découle de cette politique-là, avec des engagements. Il y a plus de 420 engagements qui ont été pris en fonction de ce plan global de mise en œuvre de la politique pour intervenir face aux obstacles qui persistent concernant les personnes handicapées, quel que soit leur âge. Voici quelques exemples d'engagements de ministères et d'organismes permettant d'agir contre ces formes de maltraitance. Pour faciliter l'exercice du recours, on l'a vu tantôt, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse utilise des situations prévues à l'article 48 de la Charte, et le moyen ciblé est d'identifier les actions prioritaires qui doivent être posées sans délai dès la réception d'une plainte en matière d'exploitation et qui visent à protéger la personne handicapée de toute atteinte à la sécurité ou à son intégrité physique ou psychologique. Maintenant, pour faciliter aux professionnels et aux institutions financières le signalement des cas d'exploitation, de violence et de maltraitance envers les personnes inaptes, ce qui arrive, c'est une autre situation possible, dont ils sont témoins dans le cadre de leur pratique professionnelle, les moyens consistent, pour le curateur public, à promouvoir l'adoption de mesures législatives appropriées et collaborer avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Pour outiller les personnes handicapées et leurs familles sur l'utilisation des mécanismes de plainte ainsi que sur les recours prévus en cas d'exploitation, de violence et de maltraitance, le moyen ciblé est, pour l'office que je représente, d'informer les personnes handicapées et leurs familles de l'existence des mécanismes de plainte, des recours dans ce domaine. En conclusion, malgré les nombreuses actions qui sont amorcées pour agir contre l'exploitation, la violence, la maltraitance des personnes handicapées, il reste encore beaucoup à faire. Et les personnes aînées en situation de handicap ont des réalités qui leur sont propres. Encore trop de personnes ne sont pas conscientes qu'elles sont victimes de maltraitance. La violence ou les abus, nous l'avons vu, peuvent être d'ordre physique, psychologique, affectif, financier, matériel, etc. Elle peut se traduire par des gestes, des commentaires désobligeants ou réducteurs, de l'inaction, de la négligence, etc. La percutante publicité mettant en vedette Yvon Deschamps en français et Bill Oglen en anglais en fait brillamment état. Quelle excellente campagne de sensibilisation! Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de sensibiliser les personnes en situation de vulnérabilité et de dénoncer les abus. Puisqu'il est difficile de dénoncer la maltraitance, les personnes vulnérables doivent pouvoir accéder facilement, par elles-mêmes, si possible, aux services et à l'aide dont elles ont besoin. C'est notre rôle d'informer ces personnes et leurs familles des services qui leur sont offerts, mais aussi d'intervenir lorsqu'on le juge nécessaire. Le vieillissement de la population, on le sait, fait naître une nouvelle réalité à laquelle il faut s'adapter, en trouvant des solutions novatrices pour répondre aux besoins des personnes aînées en situation de handicap et de leurs familles. Nous devons les outiller afin qu'ils ou elles puissent maintenir leur autonomie et nous devons soutenir les personnes qui leur apportent leur aide. En terminant, je vous dirai que si nous souhaitons apporter des réponses adaptées et personnalisées aux besoins des personnes aînées en situation de handicap, la concertation entre les différents intervenants est de toute première importance. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Madame Giroux. Alors, une journée comme aujourd'hui, comme vous le voyez, ça nous permet de comprendre davantage la situation, qui est le thème de notre colloque aujourd'hui. La vulnérabilité des gens, des aînés particulièrement en situation de handicap, les outils dont on dispose, les actions qui se font. Alors, ce que nous espérons, c'est que tous les participants, toutes les participantes seront mieux outillés